Allez, on repart en Chine pour la fin de cette chronique internationale. Je vous parlais tout à l'heure de Xi Jinping. Xi Jinping, alors il faut retenir ce nom-là, il faudrait même que vous voyiez sa tête parce que c'est important, on risque d'en parler pendant quelques temps. C'est le dictateur actuellement à la tête de la Chine et il va durer. Il va durer un peu plus que des Trump ou des Erdogan, j'espère. Voilà. Alors, donc, s'il arrive à réprimer avec succès le mouvement démocratique à Hong Kong, et s'il arrive à enfermer dans des camps 1,5 million de Ouïghours, les Ouïghours, c'est une minorité dans une très 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 grande région de Chine, hein, c'est pas un petit coin de la Chine, c'est une grande grande région de la Chine, une minorité turkmène musulmane, enfermée, donc réprimée par Xi Jinping, le régime de Pékin. Il n'empêche que la Chine se heurte à des contradictions. C'est un régime entré fraîchement, enfin pas si fraîchement que ça, mais entré dans le capitalisme, comme on l'a dit, et ça, ben voilà, ça crée des bugs. C'est pas si facile que ça de gérer une dictature, figurez-vous. Parce que nous, on a des problèmes, les démocrates, enfin le camp de la liberté, mais eux aussi, de l'autre côté, ils ont des gros problèmes. Et c'est de ces problèmes-là que j'essaie de rendre compte. Est-ce que vous connaissez Jack Ma? Avez-vous déjà entendu parler de Jack Ma? Non? Bah, c'est dommage parce que un petit peu comme Jack Dorsey la dernière fois, alias Jackie le barbu au piercing dans le nez, qui est le patron de Twitter, Jack Ma fait partie de ces quelques humains qui pèsent très lourd dans le destin de la planète et auxquels du coup je m'intéresse. Alors Jack Ma évidemment c'est un milliardaire, mais ça jusque-là il y en a d'autres, et c'est surtout le patron de Alibaba. Ça j'espère que vous connaissez quand même Alibaba. Alibaba c'est le Amazon asiatique, c'est le Amazon chinois. D'ailleurs, on remarquera que ça commence aussi par un A. Et Alibaba, ça ne vend pas que en Asie, ça accueille aussi, enfin, ça vend partout dans le monde, hein, vous pouvez vous-même acheter sur Alibaba, et surtout, ça accueille aussi des vendeurs non asiatiques, des Français, par exemple, des petits artisans, enfin, bon, il y en a quelques-uns quand même, des fabricants d'objets en France qui veulent vendre en Chine, ils utilisent la plateforme Alibaba pour vendre. Ce qui en tout cas conforte mon idée d'une synthèse mondiale via les réseaux, qui va contre l'hypothèse d'une guerre des civilisations. D'ailleurs, Alibaba, vous remarquerez que le nom, bah, ce n'est pas un nom traditionnel chinois. Hein, c'est un mot arabe qui est d'ailleurs écrit, y compris en Chine, en partie avec l'alphabet latin. Si ça, c'est pas une preuve du métissage, parce que si on a peur de la Chine, n'empêche que eux, ils emploient vachement plus l'alphabet latin, les mêmes lettres que nous n'employons de lettres chinoises. Donc, avant d'avoir peur qu'on se fasse envahir par les Arabes ou par les Chinois, il faudrait se rendre compte que la plupart des Arabes dans le monde et la plupart des Chinois en Chine et ailleurs dans le monde, eh bien, ils utilisent de plus en plus d'autres lettres que leur alphabet traditionnel. Donc c'est plutôt eux qui s'exposent à une transformation de leurs coutumes que nous. Voilà. Et en témoigne le site internet le plus puissant de Chine, de vente en ligne le plus puissant, Alibaba. Bah, il n'a pas un nom traditionnel chinois. Voilà pour le premier élément. Mais revenons donc à cette tension qu'il y a à l'intérieur du régime chinois entre Jack Ma, donc le patron d'Alibaba, bon, on remarquera en plus qu'il s'appelle Jack, comme Jack Dorsey, ce qui n'est pas Jack, ça n'a pas l'air d'être si typiquement chinois. Donc le patron du plus grand site chinois, il n'a pas un prénom chinois. Donc si ça aussi c'est pas l'indication que les choses se mélangent et qu'on assiste à une dimension cosmopolite, bah, je ne sais pas, hein. Et donc, et le dictateur de Beijing. Beijing, c'est Pékin. Mais on n'a qu'à dire Beijing parce que là-bas, les gens, ils disent Beijing. Donc, je ne vois pas pourquoi on dirait Pékin s'il n'y a que nous qui disons Pékin. À un moment, il va falloir qu'on se transforme aussi. Il va falloir arrêter de dire Pékin si c'est un truc uniquement d'ici. On peut dire Beijing, vu que c'est comme ça que les gens s'appellent là-bas. Bref, Jack Ma, donc le patron d'Alibaba, quelqu'un qui pèse assez lourd, eh bien, il s'est permis de critiquer publiquement la semaine dernière le dictateur Xi Jinping. Ce qui est particulièrement dingue en Chine, parce que là-bas, critiquer le chef d'État, le président, oui, c'est quand même un président, c'est pas un empereur, il est quand même président. Ce qui indique un truc un peu quasi républicain, mais bon, n'empêche que c'est un dictateur. Eh bien là-bas, on ne peut absolument pas le critiquer. Même si vous êtes le plus puissant des milliardaires, le plus puissant des patrons, vous n'êtes pas à l'abri du régime chinois, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire suicider. Oui, Agnès, tu veux dire un mot? Oui, on est complotiste. Non, 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 pas du tout. Mais en tout cas, voilà, en Chine, on peut pas critiquer. Et oui, parce qu'il faut savoir que le dictateur chinois n'hésite pas à pourchasser quiconque. Il a même kidnappé, il n'y a pas longtemps, j'en avais parlé ici à l'antenne, il avait kidnappé qui donc le patron d'Interpol.
Interpol, c'est quand même la police mondiale qui est stationnée d'ailleurs à Lyon, en Rhône-Alpes, à 1h15, 1h20 d'ici. Le patron d'Interpol était un Chinois. Et ben le mec, donc le patron de la police, il s'était fait kidnapper par les Chines. Et sa femme, elle avait dit, ben, j'ai paumé mon mari. Maintenant, on sait qu'il est en prison parce qu'il a dû dire des trucs qui n'avaient pas trop plu au dictateur. Et il n'y a pas très longtemps aussi, en France, un milliardaire chinois qui se promenait c'était en Rhône-Alpes d'ailleurs, je sais plus où, il se promenait comme ça, et ben, il s'est fait suicider. Il a fait une chute mortelle. Et voilà, c'est un peu gênant parce que ça se passe en France, et puis c'est des gens qui sont milliardaires, mais bon. En tout cas, c'est pour vous dire à quel point le régime chinois n'a aucun scrupule. Personne n'est intouchable là-bas. Ça montre que bah, c'est un peu différent de chez nous. Il n'y a personne qui là-bas est au-dessus, ne peut être au-dessus du grand chef qui est au-dessus. En tout cas, Jack Ma, eh ben, il est donc le patron d'Alibaba, l'Amazon local. Il a l'air agacé par le système stalinien dans lequel il vit, trop passéiste, et ça limite sans doute son goût terrible du profit. Lui, il veut gagner encore plus de pognon, et sans doute que le Parti communiste l'embête un peu dans sa progression. Du coup, il a un peu critiqué la gestion du pouvoir par Xi Jinping. Et sauf qu'il s'est fait remettre en place cette semaine très 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 violemment par le pouvoir. Jack Ma devait lancer une très grosse introduction en bourse de son groupe, de sa boîte. Un truc qui pèse 35 milliards de dollars. Donc assez important quand même. Eh bien, le parti au pouvoir, donc le gouvernement, a stoppé cette introduction en bourse et voilà, il l'a renvoyé à sa niche. Jack Ma, sans doute parce que le pouvoir, c'est pas tant que Jack Ma les critiqué, parce que ça, bon, il pourrait le suicider, il pourrait le faire tomber d'un pont comme ils ont l'habitude de le faire. Voilà, bon, sauf que c'est quand même Jack Ma, hein, c'est comme Jeff Bezos, c'est des mecs ou Elon Musk ou Zuckerberg, s'ils se font tuer, il risque d'y avoir une enquête quand même. Mais c'est pas tant un truc interpersonnel, je pense, que le pouvoir craint une trop forte indépendance financière du groupe de Jack Ma. Si ce groupe s'introduit trop facilement, de façon trop libérale sur le marché boursier, eh bien, Alibaba ne sera plus chinois, ne sera plus que chinois. Ça sera un groupe trop transnational et ça conforterait mon hypothèse. Et donc, le régime chinois essaie de résister contre ça, puisque l'argent reste le nerf de la guerre. Donc, le pouvoir chinois essaie d'éviter ça. En tout cas, on vient d'assister cette semaine à une grosse contradiction à l'intérieur des élites, comme quoi c'est pas tout le système des grands chefs qui seraient tous contre nous, puisque donc le pouvoir chinois vient de mettre une grosse calotte au patron d'Alibaba, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, à mon petit jeu, vous savez que depuis quelques chroniques, je fais un petit peu d'analyse des photos, analyse des images, comme si nous étions des extraterrestres qui venions de débarquer et qu'on n'avait pas toutes les informations, tous les mots qui vont derrière, et qu'on devait se fier qu'aux images, qu'aux apparences. Eh bien, si je vous faisais le test de vous soumettre les deux portraits, d'un côté le portrait de Jack Ma, patron d'Alibaba qui vient se prendre une calotte par Xi Jinping, le grand dictateur de la Chine, eh bien, je pense que vous sauriez savoir, même si vous n'avez jamais vu leur tête, vous sauriez savoir qui est qui. Vous sauriez reconnaître qui est qui, notamment si vous avez écouté mes dernières chroniques. Et pourquoi est-ce que vous sauriez reconnaître qui est qui? Alors, si j'étais bien organisé, si j'étais moderne, ben, je vous ferais apparaître en temps réel les photos des uns et des autres, mais bon, j'ai pas cette capacité-là. Eh bien, vous sauriez reconnaître parce que il y en a un qui est très 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 bridé, Xi Jinping, qui a les yeux très 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 bridés, qui ressemble à un Chinois, ça tombe bien parce qu'il est chinois, et l'autre, Jack Ma, qui s'appelle Jack Ma, qui est patron d'une boîte multinationale, qui vient de se prendre une calotte, eh bien lui, il a l'air beaucoup plus métis que l'autre. Voilà. Et vous ne me ferez pas croire que ceci est un hasard. Je pense à l'inverse que ça conforte cette hypothèse que je vous développe à chaque fois du cosmopolitisme et du métissage des peuples. Voilà. Précision d'ailleurs à propos de Xi Jinping, comme on va en parler souvent, de cet empereur chinois, eh bien, je vais vous donner quelques éléments biographiques pour comprendre ce garçon qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir et qui en prend de plus en plus. On entend parler beaucoup en ce moment en France, notamment à propos d'un certain documentaire dont je vais me faire l'honneur de ne pas parler ce soir. On entend parler du fait qu'on bascule dans une dictature. On serait en France en train de passer dans une dictature sécuritaire et sanitaire. Alors, a priori, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui dénoncent les virages sécuritaires. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il faut le signaler, etc. Par contre, ça me semble à la fois faux de parler de dictature, et puis surtout, c'est pas très sympa pour les gens qui vivent vraiment en dictature, et pour toutes les personnes qui sont mortes sous des régimes dictatoriaux, ça me semble vraiment un peu indécent de tout mélanger, et je crois à la capacité du langage à nous aider, et donc on n'a pas vraiment intérêt à vider les mots comme ça de leur puissance. Et employer le mot dictature à tout va,
Ça me semble pas très sympa pour les gens qui sont en dictature et tous les millions de personnes qui sont mortes en dictature, dans les goulags en Union soviétique par exemple. Bah, ils aimeraient pas trop que nous on parle de dictature comme ça, alors que tout le monde fait ce qu'il veut sur son canapé. Bien sûr, il y a un confinement et tout, mais il faut quand même pas déconner. Et puis surtout, on ne va rien gagner à appauvrir le langage et ça va plus vouloir rien dire. En tout cas, l'actuel dictateur de Chine, parce que là-bas c'est un peu plus une dictature, lui, contrairement à nous autres gauchistes, bah, Xi Jinping, le dictateur de Chine, lui, il sait très 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 bien dans sa chair, dans son corps, dans son cœur, ce que c'est une dictature. Pourquoi? Parce qu'il a été déporté en camp de travail forcé pendant sa jeunesse par Mao lors de la révolution culturelle dont on parlait justement quand on s'interrogeait sur le féminisme en Chine. Pour la simple raison que son père, à cet homme-là, Xi Jinping, lui, il est pour rien, mais son père, eh ben, il faisait partie de la bande de Mao, des révolutionnaires à l'époque, et Mao, dans son trip complètement paranoïaque, et puis pour survivre, parce qu'il sait très bien qu'il ne faut pas avoir des concurrents, il avait massacré un peu tout ce qu'il y avait autour de lui. À un certain moment, il a pété les plombs, il est devenu complètement dingue et parano, et il a fait enfermer tout le monde, tous les gens qui, grosso modo, savaient lire et écrire ou étaient issus des milieux révolutionnaires de son époque. Donc voilà, toute sa famille, cet homme, au père de Xi Jinping, avait été chassé et humilié, avec un degré d'humiliation qu'on imagine assez peu. Hein. C'était des gens qu'on traînait dans la rue, on leur crachait dessus, on les faisait mettre des écriteaux sur la tête, disant que c'était des traîtres. Et puis tous ceux qui avaient des lunettes, ça voulait dire qu'ils savaient lire, puisque les autres sont trop pauvres pour avoir des lunettes, et ben on leur cassait les lunettes. Et voilà, donc l'actuel dictateur de Chine, il faut savoir que bah, voilà, lui, il a passé du temps en camp réellement. Et donc à lui, on aura du mal à lui faire croire qu'ici, on est en dictature, et on aura du mal aussi à lui faire croire que ce qui se passe en Chine, c'est vraiment une dictature, parce qu'il a une certaine vision de la répression, étant donné qu'il a passé, je crois, 7 ans, je crois que c'était 7 années en camp de concentration dans les campagnes chinoises à vider des seaux de merde pendant que les paysans locaux se foutaient de sa gueule et lui crachaient dessus. Bah voilà, ça l'a un peu marqué. Hein. Disons que lui, pour lui, la répression, c'est pas rien. Donc, pour lui, on peut comprendre que pour lui, les camps de concentration qu'il faut surtout pas défendre de Ouïghours, ben, il dit non, mais déconnez pas, moi j'en ai, dans son fort intérieur et en intimité, il peut dire non, mais moi j'en ai connu des camps, je peux vous dire que les Ouïghours, c'est autre chose qui leur arrive. Alors, quand on parle de dictature ici, je pense que. Mais pour vous dire que ses curseurs sont vraiment différents des nôtres. Comme quoi, il serait prêt à aller très loin, parce que c'est un mec qui a été marqué par la barbarie de Mao directement, personnellement. Sa famille a été déchirée par ça, et lui, il a vraiment souffert physiquement de ça. Donc, il a des curseurs qui ne sont pas du tout les nôtres, et c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment un mec dangereux. En tout cas, après avoir passé du temps dans ces camps, bah, il a réussi à revenir un petit peu. Et hélas, il s'en est très bien revenu. En tout cas, voilà, je voulais vous dire ça sur sa biographie parce que c'est important de comprendre son rapport au monde, à cet homme-là, Xi Jinping, parce que sinon on ne comprend pas la politique chinoise, assez agressive, il faut bien le reconnaître en ce moment. On finit notre balade en Asie avec des canards jaunes en plastique. Vous voyez les canards en plastique? Les canards en plastique de la salle de bain. Hein, vous voyez, les enfants savent très bien, et les dames aussi, voient très bien de quoi je parle. Agnès rigole. Eh bien, le canard jaune en plastique, c'est devenu un nouveau symbole de la lutte internationale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en Thaïlande, la rue ne lâche pas, et malgré les canons à eau, malgré la répression féroce du gouvernement, et malgré le virus aussi, parce qu'il y a le virus là-bas aussi, les manifs continuent, et ils ont sorti dans la rue, aujourd'hui même, des canards en plastique géants. Alors, pas le modèle baignoire, mais le modèle piscine. Vous savez, des grands, 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 grands canards en plastique. Voilà, donc ils ont brandi ça. Alors pourquoi? Parce qu'à la base, ils voulaient les utiliser pour traverser un cours d'eau pour approcher du Parlement et manifester devant le Parlement. Hélas, la police leur a tiré dessus avec des canons à eau et des produits chimiques. En Thaïlande, il y a même eu pour la première fois un tir de gaz lacrymogène. Bon, nous, on est habitués, mais là-bas, apparemment, c'est pas si fréquent. Et du coup, bah, voilà, ils ont sorti leur canard jaune comme symbole de la révolte. Voilà, c'est marrant et c'est important parce que voilà, on a la population, notamment la jeunesse, qui défie la monarchie et ils utilisent cette forme qui est quand même très rigolote et très légère. Et c'est pas rien pour montrer le fait que le camp de la liberté a toujours un temps d'avance dans la poésie même. Voilà, dans une poésie de la rue, parce que quand on voit les images, vous pouvez regarder sur Internet, des canards jaunes en plastique géants dans la rue portés par les gens en manifestation, eh ben ça a de la gueule quand même. En tout cas, la révolte en Thaïlande gagne aussi les élites, puisque même une célèbre actrice locale de 39 ans, une star du cinéma local, une influenceuse donc, et quand les influenceurs, et notamment les influenceuses,
entre en dissidence. Je pense que c'est un peu mal barré pour le pouvoir. Elle a déclaré: aujourd'hui, les jeunes remettent directement en question une institution monarchique que personne n'osait critiquer il y a encore quelque temps. À l'école, nous avons été élevés dans le respect d'une royauté intouchable. Mais désormais, des masses de jeunes s'insurgent contre les normes imposées. Voilà ce que dit une star du cinéma thaïlandais. Alors, le Premier ministre refuse toujours de démissionner et il appelle la police à être violent, à ne faire aucune concession à la rue. C'est une affaire à suivre, mais en tout cas, moi je pense que c'est certain que dans les 30 à 40 prochaines années, le roi de Thaïlande ne va faire que décliner dans son aura et dans son pouvoir symbolique et sacré. Parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, le roi c'est un peu un dieu sur terre. D'ailleurs, sur le trône, il y a un Bouddha. Voilà, donc c'est un peu. Non, je sais pas si. Non, je crois pas que c'est un bouddhiste. Ils sont hindouistes, je crois. Ouais, bon. Bref, en Thaïlande, le roi c'est Dieu sur terre, et les gens, bah, ils commencent à plus trop y croire à ça. En fait, ça marche moins, hein. Et ils croient plus que c'est un dieu. Ils sont moins cons, en fait, les gens. Faut qu'ils s'en rendent compte, le roi de Thaïlande, qui passe tout le temps ses vacances en Allemagne, parce qu'il adore l'Allemagne, et puis qu'il n'aime pas trop la Thaïlande, cet homme-là. C'est con, parce qu'il est roi de Thaïlande. Allez, on se rapproche un petit peu de l'Europe, il nous reste quelques temps, on continue notre voyage. On suit les routes de la soie qui partent de l'Asie pour venir en Russie. Alors en Russie, il faut savoir que le virus fait des dégâts. Le coronavirus fait actuellement des dégâts. Je vais vous expliquer dans une chronique précédente qu'en 2020, il me semble que plus personne ne peut cacher grand-chose. C'est pour ça que croire en des trucs cachés, ça marche pas trop parce que tout le monde a un téléphone, tout le monde peut filmer et tout le monde peut mettre sur la toile, même si c'est éventuellement censuré rapidement. Eh bien, même sous la dictature de Poutine, qui rigole pas non plus en Russie avec la liberté d'expression, eh bien, on ne peut pas cacher qu'il y a des morts du coronavirus. Poutine, il a beau dire qu'il a le super vaccin, il a beau donner des chiffres truqués de l'épidémie, eh bien, le problème, c'est que des morgues qui débordent, ça se voit. Donc, ils sont obligés de reconnaître. Donc par exemple, dans la région de Ivanovo, au nord-est de Moscou, le ministre de la Santé locale a dû déclarer, je cite: on recherche des chambres froides supplémentaires parce que les morgues ne peuvent plus gérer le stockage des corps. Voilà, si ça ne vous convainc pas du fait que même en Russie, alors que Poutine n'avait aucun intérêt, enfin, il n'a aucun intérêt à ce que les responsables locaux parlent du virus, parce que lui, il veut dire qu'ils gagnent, qu'ils sont super forts. Eh bien, ils sont obligés de le dire. Pourquoi? Parce que la population s'en rend compte. Eh bien, voilà ce qui se passe, et ça déborde dans les morgues en Chine, selon des journalistes indépendants, comme ils ont dit. Alors, journalistes indépendants en Russie, bon, moi je demande à voir, hein. Je pense ils sont sans doute pas aussi indépendants que ça, sinon ils seraient ou emprisonnés ou empoisonnés. J'aime bien cette rime, empoisonné. Merci Agnès de me soutenir. Donc, d'après les journalistes indépendants, les pharmacies de plusieurs régions manquent par ailleurs de médicaments, des médicaments qui sont utiles pour lutter contre les symptômes du coronavirus, comme ceux de la grippe. Et donc, la population s'en rend compte, il y a la queue devant les pharmacies et il n'y a plus les médicaments. Bon, de toute façon, vous me direz, en Russie, il manque de beaucoup de choses, donc ça ou autre chose. En tout cas, le virus est une réalité là-bas. Et le champion de judo, qui est Vladimir Poutine, qui bute des ours dans la neige, eh ben, il ne peut rien faire contre le virus. Quoi qu'il en dise, il ne peut rien faire. Et il n'a pas fait de vaccin qui marche, sinon ça puerait pas le cadavre dans les hôpitaux russes qui sont débordés. Voilà. En parlant de Russie, Kaspersky, est-ce que vous connaissez Kaspersky? Ça vous dit rien, Eugène Kaspersky? Mais si, c'est un nom qu'on connaît, bah, c'est le nom des antivirus. Vous vous rappelez pas, tous les ordi, on avait... Bon, Kaspersky, c'est un grand spécialiste mondial d'Internet, de la cybersécurité, d'origine russe. Russe, d'ailleurs, pas que d'origine. Eh bien, il a fait une déclaration qui a toute sa place dans ma chronique. Je vais lui donner la parole à cet homme-là, Kaspersky, l'antivirus, l'auteur d'antivirus, parce que pendant des années, il a expliqué qu'il craignait une implosion d'Internet, une dislocation d'Internet en une série de petits réseaux locaux, des isolats politiques dans chaque État. Un Internet iranien, un Internet russe, un Internet européen et américain, un Internet chinois, etc. C'était sa crainte. Il avait peur que ça explose. Il se méfiait tellement des gouvernements que voilà ce qu'il craignait. Mais il a progressivement changé d'avis. Et il reconnaît avoir changé de point de vue. C'est d'ailleurs très digne de sa part de reconnaître avoir fait évoluer son point de vue. J'espère que si mes hypothèses, celles que je déploie dans ces chroniques, venaient à être non vérifiées dans les 20 prochaines années, bah, je serais prêt à dire que bah, en fait non, le patriarcat est au top de sa puissance, que les gens, que le métissage de l'espèce humaine n'est pas du tout en place et qu'on va dans une guerre d'affrontement civilisationnel. Si c'est le cas, bon, bah, je serai obligé de le reconnaître. En tout cas, il a dit que couper les connexions entre les nations, les connexions Internet,
il a déclaré, Kaspersky, qui s'y connaît quand même, il a déclaré que c'est tout simplement impossible. Pour les besoins du monde des affaires, de la finance, Internet va rester tel qu'il est. Voilà sa nouvelle analyse à lui. Moi, je la partage entièrement, c'est pour ça que je le cite. Il précise tout de même que les données, ce sont les données donc, qui seront l'enjeu, et les données resteront à l'intérieur des frontières des États qui voilà, empêcheront qu'il y ait une circulation des données. C'est la donnée qui va devenir une denrée nationale et nationaliste. Par contre, l'Internet va rester une plateforme mondiale de circulation que même les nationalismes et les néo-nationalismes ne parviendront pas à endiguer. Sinon, eh bien, je voulais vous dire plein de choses à propos du Brésil, mais je pense que je n'ai là plus beaucoup de temps. Sur le Brésil, il faut savoir qu'il y a eu, je commence quand même la chronique, je la finirai la semaine prochaine, à la rigueur. Il y avait des élections municipales au Brésil cette semaine aussi. On a parlé beaucoup des États-Unis, mais il faut parler du Brésil parce que le Brésil, c'est un très très grand pays, un très grand pays d'Amérique latine. Rappelons qu'il y a actuellement à la tête du Brésil un populiste d'extrême droite, ancien militaire et super pote de Donald Trump, qui dit d'ailleurs aussi que le virus n'existe pas, alors que son pays est le deuxième plus touché avec les États-Unis au monde, avec 170 000 morts et une deuxième vague qui repart. Eh bien, il y a eu des élections, et élections municipales là-bas, dans les grandes villes. Eh bien, Jair Bolsonaro s'est pris une grande gifle. Voilà, il a perdu beaucoup de candidats dans les grandes villes. Seuls 4 candidats soutenus par ce président d'extrême droite ont passé le premier tour dans les grandes villes. Le Parti des travailleurs de Lula, c'est l'ancien président de gauche, a également fait pâle figure. Comme quoi, le populisme, eh bien, c'est inquiétant, mais c'est sans doute qu'une étape. C'est une phase. À chaque fois que les populistes arrivent au pouvoir, eh bien, ils se cassent la gueule. Le pire pour les populistes, c'est d'arriver au pouvoir. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils révèlent qu'ils ne servent à rien comme les autres. Donc n'ayez pas trop peur ni du conspirationnisme, ni du populisme, parce que les deux sont en fait peut-être moins dangereux que ce qu'on peut imaginer. C'est des phases, c'est des moments, c'est des coups de flip, c'est des bouffées de chaleur, voilà, de notre espèce, mais à chaque fois ça redescend et ça reprogresse. Je vous souhaite une belle fin de soirée, à la semaine prochaine. Bonne soirée à l'écoute de Radio Méga 99.2. On salue toute l'équipe. Et puis, à bientôt. À bientôt, bonne soirée.